Bonsoir ou rebonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la lutte contre le sida sur TV Monaco. Nous l'avons évoqué dans le journal précédemment. Cette journée du 1er décembre y est dédiée. Le virus du sida a été découvert il y a 40 ans. À Monaco, l'association Fightheads, fondée il y a presque 20 ans par la princesse Stéphanie, accompagne, prévient et soutient les personnes porteuses de ce virus. TV Monaco souhaitait ce soir mettre en avant ses actions, évoquer l'importance du dépistage, parler du quotidien des personnes positives et le progrès de la recherche. Également prendre le temps de reparler de ce virus qui a tendance, avec le temps, à être banalisé. Et c'est à ce titre, ce soir, que je reçois deux invités. À mes côtés, Hervé Eschbach, coordinateur Fightheads Monaco. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, le professeur Bruno Taillant, chef du département de médecine interne, hématologie, oncologie au centre hospitalier Princesse Grasse. Bonsoir madame. Bonsoir et bienvenue. Hervé Eschbach, ma première question, en préparant cette émission, on a rencontré plusieurs personnes qui ont profité, entre guillemets, de Fightheads Monaco. Il y a un terme qui revient souvent, c'est celui de visionnaire, quand on parle de la présidente, la princesse Stéphanie, puisque quand elle a lancé cette association en 2004, le sida était encore tabou. C'était un défi pour elle de faire ça? Alors, je ne sais pas si c'était un défi pour elle. En tout cas, ça l'était pour l'engagement de la lutte contre le sida, parce qu'il est certain que d'avoir la voix d'une personnalité comme la princesse Stéphanie était important pour pouvoir passer des messages et faire entendre l'urgence de s'occuper du VIH grâce à ses propos et son apparition. Et il est certain que le fait qu'elle soit là a contribué à ce que des femmes, entre autres, rejoignent l'association. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans cette association? Depuis le début. Qu'est-ce qui a changé dans l'approche autour de ce virus depuis 20 ans? L'approche sociale. Est-ce que c'est encore un sujet tabou aujourd'hui d'être porteur du VIH? Alors oui, ça l'est encore, malheureusement. Bien entendu, il y a une évolution. En 20 ans, les choses ont un peu évolué. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de freins pour les personnes vivant avec le VIH de choisir le moment quand elles peuvent en parler. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des risques de stigmatisation. Dire sa séropositivité est encore prendre un risque. Parce que les statistiques, les dernières statistiques le montrent. On voit que bien des personnes pensent que encore en serrant la main ou en buvant dans un verre d'une personne avec le VIH pourrait se transmettre, alors que bien entendu non, dans les actes de la vie courante, il n'y a pas de risque. Alors ça tombe bien que vous disiez ça, Hervé, puisque d'ici quelques minutes, je vais vous proposer un quiz assez simple, répondre par oui ou par non sur comment est-ce que le sida peut se transmettre, quelles sont les idées reçues, mais nous allons y revenir. Professeur Taillant, en préparant cette émission, vous avez confié qu'aujourd'hui, on n'aborde pas du tout la séropositivité comme il y a 40 ans. Tout a changé, traitement, espérance de vie et l'approche psychologique aussi. Tout a changé parce que à l'heure actuelle, quand on prend en charge un patient séropositif qui vient de se contaminer, on lui apprend à vivre et on lui apprend plus à mourir, comme c'était le cas dans les années 80. Et à l'heure actuelle, effectivement, les traitements sont de plus en plus simples, les traitements sont de moins en moins toxiques et donc permettent par ce biais-là une excellente observance des patients à leur traitement. Et on sait qu'à l'heure actuelle, le traitement, c'est la chose essentielle dans la prévention du sida, puisque beaucoup de personnes ignorent, c'est ce qu'on appelle la TASP, le traitement as prevention, c'est-à-dire un patient traité séropositif qui a un virus contrôlé ne transmet plus le virus. Et c'est par ce biais-là qu'on arrivera à contrôler l'épidémie. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de traitements, c'est ce que vous voulez dire? Il y a plusieurs types de traitements. Alors, il y a des traitements préventifs, il y a des traitements post-exposition. Le but actuel, si vous voulez, c'est de traiter le plus grand nombre. Pour traiter le plus grand nombre, il faut dépister le plus grand nombre. Ce qui nous pose problème dans la prise en charge des patients à l'heure actuelle, c'est l'épidémie silencieuse. C'est-à-dire, c'est tous ces patients séropositifs qui, même en France, sont de l'ordre de 25 000, dans le monde, sont de l'ordre de 5 à 6 millions. C'est des gens qui sont porteurs du virus et qui ignorent leur séropositivité. Et ces gens-là sont responsables, par leur seul fait de ne pas se faire dépister,
deux tiers des nouvelles contaminations. Donc au jour d'aujourd'hui, on a les traitements antiviraux qui permettent de traiter les personnes séropositives. On a les traitements préventifs, ce qu'on appelle la PrEP, dont on reparlera peut-être, qui permettent d'éviter de se contaminer quand on est dans une situation à risque. On a les traitements post-exposition, c'est-à-dire c'est des traitements, une fois qu'on a pris un risque, tout le monde a le droit de prendre un risque, mais de s'en rendre compte. Et donc ça permet, le but c'est d'éviter la contamination et d'éviter la dissémination de l'épidémie. Mais c'est vrai que par rapport aux années 80, si vous voulez, le tournant dans la prise en charge du VIH, c'est 1996, et je dirais même plus, en 2007-2014, l'arrivée de traitements modernes, avec beaucoup moins d'effets secondaires, une simplicité de prise, et maintenant on est même à des traitements injectables où on fait une injection tous les 2 mois, donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait. Il y a une grosse évolution. Bien sûr, bien sûr. Alors vous disiez il y a quelques instants qu'environ 25 000 personnes en France vivaient avec le VIH sans le savoir. Comment c'est possible? On n'a pas de symptômes, on ne sait pas. Parce que, si vous voulez, quand on se contamine par le virus du sida, dans 2 tiers des cas, on a des signes cliniques qui sont d'une étonnante banalité, surtout en période hivernale. On a le nez qui coule, on a mal à la tête, on a des douleurs articulaires. Si on ignore ou si on ne fait pas attention à une prise de risque, eh ben, ces symptômes vont rapidement disparaître et va apparaître cette phase chronique qui fait qu'on est porteur du virus sans le savoir et on est contaminant. Donc, le problème, c'est que on a le droit de prendre un risque, on n'a pas le droit de ne pas se faire dépister. Notre travail, notamment à Fighthead, ou notre travail en tant que médecin, c'est d'aller vers les autres, et c'est ce qu'on fait par les Tests in the City 2 fois par an, c'est d'aller auprès des gens, pour ceux qui ne veulent pas aller au laboratoire, ceux qui ne veulent pas venir à l'hôpital, aller auprès d'eux, il y a un message à faire passer, faites-vous dépister. Ce n'est qu'en se faisant dépister qu'on arrivera à contrôler l'épidémie et respecter les prévisions de l'ONU-SIDA, c'est une éradication du VIH en 2030, ce qui est... Si toute la population mondiale se faisait dépister. C'est exactement ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore 20% de la population mondiale qui n'est pas dépistée. On a encore à peu près, sur les 40 millions de séropositifs ou 39 millions de séropositifs dans le monde, on a encore 10 millions qui n'ont pas accès au traitement. Et le problème, c'est l'accès au traitement. Parce que quand on est séropositif, si on a accès au traitement, on ne transmet plus, on ne contamine plus. Et ainsi de suite. Il y a 20% des femmes enceintes, actuellement, dans le monde, qui n'ont pas accès au traitement de la transmission materno-fétale. C'est-à-dire qui, malheureusement, vont avoir des enfants qui vont être contaminés. Et vont transmettre ce virus et ainsi de suite. Voilà. Donc, le dépistage et le traitement, c'est les 2 éléments essentiels de l'éradication de l'épidémie. Hervé Eschbach, c'est ce que vous voulez faire avec Fighthead Monaco, le dépistage pour tous ici à Monaco? Oui, c'est la partie de la prévention que nous menons. Nous avons deux journées de Test in the City, c'est-à-dire que nous allons dans la rue où nous montons nos tentes et nous proposons le dépistage aux personnes qui passent. Alors maintenant c'est connu, il y a des personnes qui viennent se faire dépister à chaque fois, mais le but c'est vraiment surtout de rappeler l'importance du dépistage, comme le docteur l'a dit, et d'inciter non seulement les personnes, mais autour d'elles aussi. Quelles sont les façons de se faire dépister aujourd'hui? Alors, il y a le centre de dépistage anonyme et gratuit au CHPG, où à l'hôpital. Il y a des horaires, enfin, on peut y aller. Oui, on peut trouver ça sur le centre hospitalier Princesse Grasse, oui. Tout à fait. Et il y a la technique des TROD, c'est ce que nous proposons. Donc le TROD, c'est juste une piqûre au bout du doigt, petite piqûre, nous prélevons très peu de sang et nous avons le résultat immédiatement. Alors nous allons revenir en détail dans quelques instants sur le virus du sida, comment vivre avec, quelles sont les difficultés que les personnes porteuses peuvent rencontrer, la recherche aussi. Mais avant ça, je vous propose de découvrir l'histoire de Nicolas Aragona. Il est connu sur les réseaux sociaux derrière le pseudo Super Séro. Il est séropositif et il va nous expliquer comment il vit en 2023 avec sa séropositivité et les difficultés que ça peut représenter aujourd'hui, notamment dans les relations sociales. Caroline Rohr et Sacha Jouanne l'ont rencontré. Nicolas est du VIH. Alors visiblement, nous n'avons pas encore le sujet sur Super Séro, nous allons y revenir. Professeur, je crois que Nicolas Aragona est l'un de vos patients. Vous le suivez? Oui. Oui, vous le suivez? Oui. Oui. J'ai ce plaisir, c'était pas vraiment un plaisir au départ. Parce que Nicolas Aragona, il faisait partie de ces patients qui étaient révoltés. Révoltés contre lui-même, révoltés contre le virus, révoltés contre les traitements, révoltés contre les médecins.
Et la prise en charge initiale a été un petit peu complexe. Et je dois dire que moi, je suivais également sa maman pour un tout autre problème. Et je pense que sa maman a servi de vecteur pour l'apprivoiser. Et puis pour faire, il avait la même histoire que beaucoup de séropositifs. Il prenait pas son traitement, il le prenait pas. Enfin, mais tout ça, c'est parce qu'il était en lutte contre lui-même. Il a trouvé pas sa place. Je suis pas certain qu'à l'époque, mais il en parlera mieux que moi, que l'homosexualité était quelque chose qu'il assumait pleinement. Et tout ça a créé beaucoup de problèmes. Maintenant, Nicolas, c'est presque un plaisir de s'en occuper parce que c'est devenu un garçon sérieux. C'est devenu un garçon qui prend ses traitements, qui va parfaitement bien, qui n'est plus dangereux ni pour lui ni pour les autres. Preuve que l'on peut vivre correctement. On peut vivre tout à fait correctement. Et puis maintenant, c'est un militant pour la cause et sans faire vraiment de pub, j'ai rarement vu un bouquin aussi intéressant sur ces dernières années sur le sida. Son dictionnaire qu'il a écrit et qu'il m'a fait l'honneur de préfacer, où vraiment on voit toute l'histoire du sida et on voit toutes les difficultés qu'ont traversé tous ces gens-là. Parce que le sida, c'est simple à l'heure actuelle. Enfin, c'est simple. Encore une fois, ça reste quand même source de problèmes plus psychologiques et de stigmatisation et autres. Mais à l'époque, c'était extrêmement compliqué. Encore une fois, les gens étaient martyrisés par le virus, martyrisés par les traitements, les gens étaient rejetés. De toute façon, il y avait une stigmatisation bien sociale. Sûr, dès que les premiers cas de sida ont été découverts en 1980, on a déjà stigmatisé. Ça s'appelait le gay syndrome. Le cancer du gay même. Voilà. Donc, c'était les gays. Dormez, braves gens, à part les gays. Après, on a dit, bon, les 4 H. Les homosexuels, les hémophiles, les haïtiens, on voit pas ce qu'ils faisaient par là. Et les héroïnomanes. Donc, dormez tranquille, braves gens, ça n'est que cette population, cette communauté qui est à risque. Et puis, on vient voir actuellement, sur les 40 millions de séropositifs dans le monde, il y a 52% de femmes et de filles. Donc, le sida est devenu, le risque évolue beaucoup plus vers la femme et un peu moins les enfants maintenant à l'heure actuelle grâce aux préventions. Mais c'est pas une affaire de gays, c'est pas une affaire d'hétérosexuels, c'est pas une affaire de toxicomanes, c'est pas une affaire de transgenres, c'est l'affaire de tout le monde. Alors certes, il faut faire des ciblages, des dépistages communautaires, parce qu'il faut aller vers les gens qui ont le plus à risque de se contaminer, mais encore une fois, se dépister, c'est responsable, qu'on soit hétéro ou bisexuel ou homosexuel, si on a pris un risque. Alors, professeur, vous parliez il y a quelques instants de toutes ces personnes, entre guillemets, qui peuvent avoir le sida, hein, ce n'est pas uniquement à certaines communauté. Et toutes ces personnes, elles sont dans une maison de vie à Carpentras. Je vous propose de la découvrir et puis nous en parlons ensuite. C'est un reportage de Caroline Rohr, Anthony Staras et Enzo Norman. Un havre de tranquillité au cœur de la nature. Dans ce lieu reculé, loin du vacarme de la ville de Carpentras, se trouve une maison un peu particulière. Alors vous voyez ce beau lieu, c'est la maison de vie, donc ces beaux bâtiments avec cette cour intérieure qu'on a voulu intimiste. Il y a 18 chambres dans cet établissement et on a la chance d'avoir 2 magnifiques salons, un qu'on appelle le grand salon, c'est pas très original, et l'autre le petit salon. Peu à peu, la maison se réveille. Tout au long de l'année, elle ouvre ses portes à des personnes atteintes du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, une infection sexuellement transmissible qui peut déclencher la maladie du sida. Au programme, des ateliers et des temps de discussion. Donc on échange un petit peu sur où on en est aujourd'hui, comment vous avez ressenti ces temps-là. En fait, j'imaginais que c'était plutôt un environnement pour des gens qui sont aisés. Donc du coup, quand je suis arrivée et que je me suis rendu compte que la maison de vie accueillait tout le monde, moi j'étais une personne migrante, c'est vrai, j'étais la seule migrante dans mon groupe. Et j'ai vu qu'il y avait toutes les couches de la société étaient présentes et ça m'a réconfortée un peu. Parmi les résidents, Franck et Cosette. Ils ont accepté de témoigner à visage découvert. Bonjour, je m'appelle Franck et j'ai 58 ans. Je suis célibataire. Donc je m'appelle Cosette, j'ai 75 ans, j'ai été mariée, je suis divorcée, j'ai 2 enfants. Je ne me suis jamais fait tester. Il s'est avéré que j'ai fait un malaise un jour, donc j'ai été hospitalisé. Et là, évidemment, on m'a fait une prise de sang et j'ai appris que j'étais séropositif.
Et je me suis retrouvé pendant 6 mois dans une chambre stérile, justement pour remonter les défenses immunitaires. La seule personne qui venait me visiter pendant cette période-là, ça a été ma maman. Quand j'ai reçu le diagnostic de VIH, dans un premier temps, je ne me suis pas trop inquiétée. Par contre, dans les jours qui ont suivi, je dirais même dans les mois qui ont suivi, j'ai passé 3 mois à être complètement angoissée. Depuis que j'ai contracté le virus, j'ai stoppé ma vie sexuelle en fait. Voilà, je n'ai plus de rapport sexuel. Depuis 10 ans Depuis 10 ans. Ça a stoppé ma vie sexuelle et affective. Ça a été pour moi l'occasion de me découvrir, de me connaître sous un autre angle. Il y a un livre, je crois, qui dit « La maladie comme occasion ». Comme une occasion, et je souscris totalement à ça. Cette résidence représente un refuge, une échappatoire où le temps semble ralentir et où l'on peut retrouver l'harmonie. J'ai fait une découverte presque magique. Je n'avais jamais entendu parler d'un lieu tel que celui-ci. Ce sont des valeurs humanistes comme on trouve rarement. Dans cette maison de vie, il y a une grande place qui est faite à l'alimentation. Et ça, c'est la maison de vie qui me l'a vraiment fait comprendre. Et quand on est passé par là, on ne l'oublie pas. Je crois qu'il n'y a que dans ce lieu où on peut vraiment faire tomber toutes ces barrières et être soi-même, sans aucun masque, sans aucun filtre. Et ça fait un bien fou. Je n'ai jamais vécu ça avant. Et j'aimerais remercier la princesse de Monaco d'avoir créé ce lieu. Et je ne sais pas pour quelle raison elle l'a créé. Mais en tout cas, je peux lui dire que c'est salvateur. Donner des armes pour le quotidien, se réapproprier son corps et se réconcilier avec soi. L'individu est placé au centre des préoccupations. On a une grande liberté, on a une confiance de Son Altesse la Princesse Stéphanie qui est pour nous inestimable parce qu'on a la capacité d'ajuster notre proposition en fonction de ce qu'on observe. On réussit aussi ce pari, c'est-à-dire d'entendre les personnes dans leur singularité, dans leur histoire, en n'ayant pas le besoin de les juger, mais plutôt de les entendre, de les écouter et de pouvoir ensuite les aider à faire peut-être des choix, mais aussi à se voir d'une autre façon que celle dont ils peuvent se percevoir. Ce lieu, unique en Europe, accueille chaque année jusqu'à 180 personnes. Il y a des témoignages très très forts dans le reportage que nous venons de voir, Hervé Eschbach. De quand date cette maison ? Alors cette maison, elle date de 2010 et vous avez commencé l'émission en parlant de visionnaire. Et particulièrement là, c'est vraiment l'exemple même de cette qualité de notre présidente, Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie, c'est qu'elle a décidé de créer ce type de maison. Nous-mêmes, nous n'étions pas certains d'y arriver et elle a été visionnaire parce qu'aujourd'hui, 12 ans après, nous voyons les résultats qui ont été recueillis auprès des personnes vivant avec le VIH qui viennent résider à la maison. L'impact est très important, vous avez pu l'entendre. Et les médecins, le corps médical et le corps social reconnaissent et envoient des fois des patients eux-mêmes à la maison. Quel était l'objectif de la princesse Stéphanie de créer ce genre d'établissement ? Alors, c'était un petit peu peut-être dans la prolongation de ce que nous faisons ici à Monaco, puisque nous avons des actions 2 fois par semaine, nous accueillons les personnes. Là, c'est sur des courts séjours, et c'est vraiment aider les personnes à se reconstruire, à trouver un lieu où ils peuvent se poser, où ils sont accompagnés. J'ai failli dire pris en charge, c'est pas tout à fait ça, parce que ils sont pris en charge nous les hébergeons, ils ont une nourriture saine, équilibrée, et un rythme de vie que parfois ils ont perdu dans leur rythme. Elle est financée par les dons faits par Fighted, Fighted. Elle est financée complètement par Fighted Monaco. Nous avons quelques aides de laboratoires, mais très peu. Donc c'est principalement par des dons privés que nous recevons ou les événements que nous organisons au profit de la maison de vie. Quel était l'objectif premier de cette maison ? Elle permettait à ces personnes de se soustraire à la stigmatisation de la société ?
L'objectif, vraiment, au départ, nous étions vraiment sur le prendre soin de soi, le bien-être. Comme l'a expliqué la directrice Sylvie Moulette, la confiance de la princesse a permis justement à l'équipe qui anime cette maison de s'adapter comme nous le faisons ici à Monaco. Nous nous adaptons aux besoins des personnes, à l'épidémie qui évolue, et nous essayons de répondre au mieux aux besoins des personnes. Bruno Taillant, se soigner quand on est porteur du virus du sida, ce n'est pas uniquement prendre des médicaments, un traitement, c'est aussi prendre soin de soi, physiquement et psychologiquement. Vous avez entièrement raison. Le grand défi actuel du VIH, il faut voir que plus de 50% maintenant des gens séropositifs ont plus de 50 ans. 12% ont plus de 60 ans. Donc le grand défi, c'est le vieillissement. Et quand on est séropositif, bien sûr qu'il faut bien prendre son traitement, en prenant habituellement, la plupart des patients maintenant prennent un comprimé par jour, ou un comprimé 4 jours sur 7, où on a parlé des injections. Mais un patient, il ne faut pas oublier que ce virus, c'est un virus qui favorise le cancer, c'est un virus qui favorise les maladies cardiovasculaires. Très souvent, les patients qui ont été contaminés il y a plusieurs années ont été infectés par l'hépatite C, par l'hépatite B. Il y a eu des consommations de drogue, il y a eu des consommations d'alcool, il y a eu des consommations de tabac. Et donc, à l'heure actuelle, en 2023, vivre avec le VIH, c'est avoir une hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, ben, c'est manger sainement, c'est ne pas fumer, c'est ne pas boire, avoir une activité physique. Et tout ça, c'est très important parce que à l'heure actuelle, en France, on va dire c'est négligeable. Il y a 160 décès du sida en France par an. C'est rien du tout. Mais les gens, ils meurent pas du sida. Ils meurent de maladies cardiovasculaires. Le sida entraîne des maladies. Exactement. Et donc, ces gens-là ne sont pas comptabilisés dans le sida. Mais ce n'est pas la même problématique en Afrique ou ailleurs. Mais en tout cas, le décès strictement lié au sida sont très rares. Donc, l'hygiène de vie, le comportement est très important. Et c'est pour ça, parce qu'on parle de la maison de vie, il faut bien voir que les séropositifs modernes n'ont rien à voir avec des séropositifs qui ont été contaminés dans les années 80. Et vous l'avez vu sur ce très beau reportage, les gens ont la stigmatisation sur eux. Ils sont martyrisés. On voit leur aspect physique. Un séropositif à l'heure actuelle qu'on vient de dépister n'aura pas toutes ces traces. On les a vus affaiblis. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. En 2007 sont arrivés des traitements. Le grand virage du sida, c'est 1996, avec l'arrivée de ce qu'on appelait les antiprotéases, qui ont permis à ce moment-là, avec des trithérapies, de contrôler les gens. Malheureusement, on pensait à cette époque qu'on allait les guérir, parce qu'on pensait à ça, et on s'est mis à traiter tout le monde. Sauf que ces antiprotéases étaient extrêmement toxiques, avec beaucoup d'effets secondaires. Et en fait, c'est l'avènement de médicaments qu'on appelle les anti-intégrases en 2007, puis en 2014, avec ce qu'on appelle le dolutegravir, qui est un médicament extraordinaire, qui a permis de soigner les gens avec le moins d'effets secondaires possible. Et donc, à l'heure actuelle, traiter un patient séropositif, c'est pas un problème. Mais l'accompagner dans la vie, lui permettre, lui donner les outils d'une bonne hygiène de vie par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues, par rapport à l'activité physique. Enfin, les séropositifs doivent faire ce que toute personne de 50 ou 60 ans doit faire, avoir une bonne hygiène de vie. Eh bien écoutez professeur, sur ces paroles, je vous propose donc de voir le portrait de super séro, Nicolas Aragoda, qui est séropositif, qui vit donc comme porteur du virus du sida. Et nous allons voir justement donc cette hygiène de vie dont vous parliez. Caroline Rohr et Sacha Joanne l'ont rencontré. Nicolas est atteint du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, un virus mortel qui peut entraîner la maladie du sida s'il n'est pas traité. À 21 ans, il apprend qu'il est séropositif. La manière dont je l'ai appris, ça a été une catastrophe absolue puisque j'étais à Montréal, j'étais parti pour y vivre, pour m'y installer. J'ai eu une primo-infection là-bas et je suis rentré en France en urgence parce qu'on ne savait pas trop ce que j'avais, mais ça sentait mauvais. En fait, j'ai eu une labyrinthite, j'ai pas pu marcher pendant plusieurs mois, mais j'ai eu une primo-infection qui était assez violente. Ce qui a été très compliqué, c'est de gérer en fait la réaction des autres. Nicolas refuse de se laisser définir par son infection. Il cherche à changer les mentalités. Des milliers de fois, on a dû me dire mais tu n'en restes pas moins un être humain. Oui, mais enfin, j'en ai jamais douté, quoi. Il y a très peu de gens qui prennent conscience que quand on parle de notre séropositivité, on ne prévient pas, on se confie et on parle de nous, en fait. On parle de notre vie. Enfin, moi, j'ai enterré 15 personnes depuis 3 ans que je suis sur les réseaux à cause de la sérophobie. Notamment une gamine de 19 ans qui, là, il y a maintenant 2 ans, quand elle a parlé de sa séropositivité à son compagnon, s'est remontée jusqu'à sa mère,
Résultat de quoi, sa mère osait plus toucher sa fille et passait sa journée à nettoyer tout ce qu'elle touchait à la javel. Donc moi j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai une famille qui a été présente. Mais quand tu es rejeté par tes amis et par les gens que t'aimes, c'est pas 2 semaines que ça dure, hein. C'est ta vie entière. Une vie entière où Nicolas doit affronter le regard de la société, qui peut être très cruel à l'égard de son infection. Pour lutter contre cette violence, il peut compter sur le soutien et l'amour de sa mère. Vous êtes fière de lui? Oui. Il sait donner de l'affection, il a énormément d'empathie. J'ai fait l'erreur de lui dire n'en parle pas, parce que c'est ce que les médecins à l'époque nous ont dit. Moi, c'est le regard et ce qui allait se passer pour lui, la violence, et d'ailleurs ce qu'il reçoit au jour d'aujourd'hui. C'est inacceptable, mais c'est comme ça. Entre insultes et menaces, cette violence, Nicolas la vit au quotidien. Tu vois ce qu'on a tous un peu vécu pendant le Covid. Bah, imagine ça pendant des années, mais seul. J'ai pris un café avec c'était un rencard, et où le gars, par la suite, s'est mis en tête de vouloir porter plainte contre moi pour empoisonnement. Je sais que je me fais agresser sans arrêt, l'idée c'est de tenir, quoi. C'est de tenir et de survivre. Jusqu'à penser, moi aussi, d'arrêter les traitements et de me laisser mourir, tu vois. Parce qu'à un moment, tu te dis, tu deviens plus que ça. T'es plus qu'un assassin de merde et une sale merde, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À un moment, tu te dis, mais je peux pas vivre ma vie constamment comme ça. Déterminé, sa résilience reste indomptable. Ce qui m'a sauvé, c'est de me dire quand on m'agresse, c'est toutes les personnes séropositives qu'on agresse, potentiellement. C'est des frères de sang, tu vois, il y a quelque chose qui nous lie, qui est dans notre sang. C'est mon histoire, c'est notre histoire en fait. Et on est les seuls légitimes à pouvoir la raconter. Cette histoire, Nicolas la raconte à travers les réseaux sociaux. Chaque jour, il combat les préjugés liés à la séropositivité. J'ai 2 questions à vous poser. On a dit qu'une personne séropositive était sous traitement, ne pouvait plus transmettre le virus, même lors de rapports non protégés. Je voulais avoir une confirmation. Après avoir subi des maltraitances médicales en France, il est suivi depuis 10 ans à l'hôpital de Monaco. Nicolas, c'est une personne rare et spéciale dans le milieu des patients séropositifs. C'est quelqu'un qui a un défaut qui fait sa qualité, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui raisonne beaucoup par rapport à l'infection, par rapport au traitement. Sur Monaco, on a 635 séropos au niveau de la file active. Je pense que Nicolas, c'est le seul comme ça, hein. Et c'est tant mieux parce qu'il fait bouger les choses. Aujourd'hui, grâce au traitement, Nicolas a une espérance de vie tout à fait normale. Sincèrement, traiter un séropositif en 2023, c'est simple. La problématique, c'est le bien-être du patient. C'est bien vieillir en étant séropositif. Le seul message important, c'est le dépistage. Le dépistage, le seul moyen aujourd'hui de contenir cette épidémie silencieuse. Finalement, on me traite comme un souillon et comme une merde, mais en réalité, c'est moi qui arrête l'épidémie. C'est toutes les personnes séropositives qui arrêtent l'épidémie. Si l'épidémie du VIH, elle régresse dans certains pays, c'est parce que tu as des gens qui se dépistent. Et les gens qui se dépistent, qui sont positifs, qui du coup prennent un traitement, c'est nous qui arrêtons l'épidémie. Hervé, quand on voit ce genre de témoignages, ce genre de vie, de quotidien, on ne peut qu'être admiratif de Nicolas. Oui, bien sûr, comme de toute personne vivant avec le VIH qui se bat contre ce virus. Alors, il est certain, il dit qu'il y a comme une communauté de personnes vivant avec le VIH. C'est certain. À Fighters Monaco, ce que nous essayons de faire, c'est de les recevoir dans leur propre histoire, dans leur individualité, pour pouvoir les accompagner au mieux. Professeur, vous parliez il y a quelques instants du vieillissement de porteurs de VIH. Il y a aussi le vieillissement du personnel médical qu'il va falloir former dans le futur, c'est un très gros problème, c'est-à-dire que la prise en charge des patients séropositifs n'est plus vendeuse. Et malheureusement, la démographie médicale est telle que entre les médecins de Nice, qui, je vous rassure, ne martyrisent pas leurs patients séropositifs, hein, ça n'engage que Nicolas, parce que je sais que tous mes collègues et amis qui travaillent à l'Archer s'occupent passionnément et avec qualité de tous les patients séropositifs. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de remplacement, c'est-à-dire pour 5 ou 6 médecins qui vont partir, il y en a un. Mais pourquoi le sida n'intéresse plus
Il est devenu banal. Je pense que c'est voilà, exactement. C'est une banalisation. Et alors que le sida, ça n'est plus une maladie d'infectiologue, c'est une maladie presque de médecin généraliste. On s'occupe du foie, on s'occupe du rein, on s'occupe des os, on s'occupe du virus, on s'occupe des poumons. Donc, normalement, le relais devrait se faire par les médecins généralistes, puisque la prise en charge des patients devrait s'externaliser et ne plus être faite à l'hôpital. Parce que c'est devenu très simple. Et puis, quel est le meilleur médecin, quel est le meilleur confident que son médecin généraliste pour se faire prendre en charge. Mais c'est un gros problème. Alors, pour mettre fin aux idées reçues, on va très rapidement faire un petit quiz tous les trois. Je vais vous poser des questions très simples. Vous me répondez par oui ou par non. Hervé, est-ce que le sida s'attrape par la salive? Non, bien sûr. Professeur, est-ce que le VIH ne touche que les communautés gays, les toxicomanes? Non, bien sûr. Est-ce que le VIH empêche d'avoir des enfants? Non. Est-ce qu'il est transmissible de la mère à l'enfant? Ça dépend. On ne peut pas répondre oui ou non. Normalement, il ne devrait pas être transmissible. Et à l'heure actuelle, chez nous, en Europe, à Monaco, il n'y a pas de contamination grâce au traitement. Mais en Afrique, il est toujours transmissible, malheureusement. Le préservatif est-il le seul moyen de se protéger? Non, il y a diverses stratégies pour se protéger. Lesquelles, en plus du préservatif? Il y a le préservatif, il y a le dépistage qui suit le préservatif, il y a la PrEP, il y a la réduction des risques, c'est-à-dire pour les personnes héroïnomanes d'utiliser du matériel propre. Et je crois que... Et alors j'avais une dernière question, celle-là il va falloir un petit peu la développer. Pour les personnes qui nous regardent ce soir, imaginons lors d'un rapport sexuel, le préservatif malheureusement craque, ça peut arriver. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Professeur ou Hervé, comme vous voulez. En premier lieu, c'est simple. S'il y a un rapport, si le préservatif craque et si on n'a pas de certitude sur le statut de son partenaire, à ce moment-là, il faut se présenter dans n'importe, quelle que soit l'heure, parce qu'on a 48 heures pour réagir, mais au mieux dans les 4 heures. Donc, jour et nuit, tous les services d'urgence en France et à Monaco sont aptes à évaluer le risque et sont aptes à proposer ce qu'on appelle un traitement post-exposition, traitement qui va durer 28 jours et qui va éviter toute contamination. Voilà. Et je dirais même plus, si on a des rapports assez proches avec son partenaire et qu'on peut aller dans un service d'urgence avec son partenaire, on peut avoir accès à un test rapide de diagnostic qui va permettre, en fonction du type de risque et en fonction du statut du partenaire, de proposer ou pas un traitement. Hervé, est-ce qu'on peut faire des dons à Fight-AIDS Monaco? Oui, bien sûr, vous pouvez. Merci, c'est même recommandé. Si vous vous sentez concerné par la lutte contre le sida, vous allez sur le site de www.fightaidsmonaco.com et vous avez la possibilité directement de faire des dons ou autrement adresser un chèque à l'association. Eh bien écoutez, je vous remercie tous les deux d'être venus ce soir dans cette édition spéciale sur TV Monaco pour répondre à nos questions et puis mettre en avant cette grande cause qui est la lutte contre le virus du sida. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, restez avec nous sur TV Monaco puisque la lutte contre le sida continue à partir de 20h30. C'est le documentaire High Energy, le disco survolté des années 80 avec des témoignages inédits de cette période où le virus a fait son apparition. Juste avant ça, il y a la météo. Moi, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et j'ai le plaisir de vous retrouver lundi soir. À bientôt.